Je suis un homme de 26 ans. Toute cette histoire a commencé il y a 27 ans, quand ma mère, Céline, était à l'université. Elle est tombée enceinte. Mon père, Laurent, était avec elle depuis environ 8 mois. À la seconde où elle le lui a annoncé, il lui a envoyé un seul SMS pour dire qu'il n'était pas prêt pour ce genre de responsabilité, puis il a changé de numéro. Ma mère m'a gardé. Ses parents, papy et mamie, n'étaient pas ravis au début. Papy s'est assis avec elle et une calculatrice pour passer en revue tous les coûts pour élever un enfant seul à 20 ans. Mais à la seconde où je suis arrivé et qu'il m'a tenu dans ses bras, tous ces calculs ont volé en éclats. Il a regardé mamie et a dit quelque chose comme « On dirait bien qu'on va le faire ». Et ils l'ont fait. Papy gérait les biberons de 5 heures du matin pour que ma mère puisse dormir avant d'aller en cours. Mamie prenait le relais le soir. Ma mère travaillait à temps partiel dans une clinique vétérinaire et étudiait la nuit. Elle a tourné avec peut-être 4 heures de sommeil par nuit pendant des années. Laurent n'a pas envoyé un seul centime pendant tout ce temps. 0 coup de fil, rien. J'ai eu une belle enfance. Papy a collé des étoiles phosphorescentes sur mon plafond. Mamie me préparait des crêpes tous les samedis. J'avais ma propre chambre chez eux, dans le nord de la Normandie, et j'étais un enfant heureux. Je ne passais pas mon temps à me demander où était mon père, car je n'en avais pas besoin. Et puis il a débarqué. J'étais malade, assis sur la terrasse à manger une glace à l'eau, quand un homme s'est garé dans l'allée avec une berline bleue. Le visage de ma mère est devenu livide derrière la porte vitrée. Il n'était pas venu pour moi. Il avait entendu dire par le bouche à oreille qu'elle venait de se séparer de quelqu'un et il s'était dit qu'il allait retenter sa chance. Elle l'a repoussé, mais il a continué à revenir. Finalement, il a changé de tactique et a commencé à poser des questions sur moi à la place. Il disait qu'il voulait être un père. Il disait qu'il avait changé. Ma mère l'a laissé me rendre visite un samedi sur 2. Je pense qu'une part d'elle se sentait coupable, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce que je n'avais pas. Elle me voyait regarder les autres enfants au parc avec leur père et elle y lisait des choses, même quand il n'y avait rien. Elle portait ce poids d'avoir à m'élever sans père. Comme si c'était en quelque sorte de sa faute si Laurent s'était avéré être l'homme qu'il était. Alors elle l'a laissé entrer, contre son instinct, pour moi. Et honnêtement, ces visites étaient géniales. Quand on a 6 ans, un papa, c'est juste un gars qui débarque avec des voitures télécommandées et qui vous laisse manger de la pizza sans aucune règle. Ma mère imposait des heures de coucher et des portions de légumes. Laurent apportait des jetons pour la fête foraine et n'avait aucune limite. Ce que je ne réalisais pas, c'est que Laurent passait la majeure partie de ses visites à me soutirer des informations sur ma mère. Il glissait ses questions entre 2 jeux. On faisait la course avec les voitures et il demandait l'air de rien si maman avait des amis qui venaient à la maison. On mangeait de la pizza et il demandait si elle parlait parfois de lui. J'avais 6 ans. Je répondais à tout honnêtement, car pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Il ne construisait pas une relation avec moi. J'étais une porte dérobée pour s'infiltrer dans la vie de ma mère. Et le pire, c'est qu'il était doué pour ça. Il me donnait l'impression d'être son petit pote. Comme si on avait ce truc spécial à nous. C'est ça qui me dérange encore aujourd'hui. Je ne savais même pas qu'on se servait de moi. J'étais juste heureux. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Après des mois à la voir à l'usure avec ses visites du samedi, Laurent a sorti le grand jeu, des fleurs, des dîners cuisinés pour nous 3, jouant le rôle de l'homme repenti comme s'il l'avait répété devant un miroir. Et ma mère, après des années à tout porter seule, a baissé la garde. Avant, je la jugeais pour ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arrêter, mais elle n'était pas stupide et elle n'était pas faible. C'était une femme qui faisait tout toute seule depuis l'âge de 20 ans. Et voilà qu'un type lui proposait de partager le fardeau. Laurent l'avait cerné à la perfection. Il lui a donné juste assez de chaleur, juste assez d'aide pour lui faire croire qu'il était différent. Alors, quand il l'a demandé en mariage, au bout d'1 an, elle a dit oui. La première année de mariage s'est bien passée. Laurent s'est tenu à carreau. Puis, les fissures ont commencé à apparaître et elles ne se sont plus jamais refermées. Tout a commencé par un déménagement. Laurent travaillait comme responsable commercial régional pour une entreprise de fournitures industrielles. Il a dit à ma mère qu'il avait obtenu une réaffectation de secteur à 4 heures de route vers le sud, près de Tours. Meilleur secteur, meilleure commission.
Ma mère s'y est fermement opposée. Ses parents étaient tout près. Son travail était ici. Mon collège, mes amis, tout. Mais Laurent a fait ce qu'il faisait toujours. Il a présenté la chose comme si c'était la seule option rationnelle. Il a projeté des chiffres de revenus, comparé le coût de la vie, parlé des avantages fiscaux. Il parlait de déraciner nos vies comme s'il présentait une stratégie trimestrielle, et non une décision qui allait affecter des êtres humains. Ma mère a cédé. Elle pensait que c'était ça le mariage, le compromis. Sauf que Laurent avait déjà trouvé la maison et fait une offre d'achat avant même qu'elle n'accepte de partir. Son oui n'était qu'une formalité. Elle a mis 40 000 € d'apport personnel. Chaque euro qu'elle avait économisé pendant des années. La maison a été mise à leurs deux noms, mais c'est son argent comptant qui a permis de conclure l'affaire. Une fois arrivée dans la nouvelle ville, ma mère a postulé dans toutes les cliniques et hôpitaux vétérinaires dans un rayon de 50 km. Rien n'a abouti. Laurent continuait de lui suggérer de rester à la maison, de s'occuper du foyer, de me gérer, en présentant ça comme s'il lui rendait service. Mais sans aucun réseau de soutien et avec un mari qui insistait pour qu'elle soit mère au foyer, elle a fini par arrêter de chercher. C'est exactement là qu'il la voulait. Dépendante, isolée. Ensuite est venu le contrôle financier. Laurent traquait chaque euro qu'elle dépensait. Les tickets de caisse pour les courses. Si elle achetait autre chose que de la nourriture ou des produits d'entretien, il devenait glacial et remettait en question son jugement. Une fois, cela s'est gravé dans ma mémoire pour toujours. Elle m'avait acheté une paire de baskets pour l'école, à 35 € dans un rayon de déstockage. Mes anciennes étaient trouées. Laurent a vu le ticket et lui a dit de les ramener au magasin. Il a dit que ce n'était pas une nécessité. Ma mère a pleuré dans la voiture sur le chemin du retour. J'étais sur la banquette arrière. J'avais 10 ans. Je me souviens du prix exact de ses chaussures à cause de l'expression de son visage ce jour-là. Une autre fois, j'avais besoin de matériel pour un exposé de SVT au collège, environ 25 € au total. Laurent a trouvé le ticket et a passé une heure à lui dire qu'elle aurait dû demander la permission d'abord. Elle a ramené la moitié des affaires. Je me suis retrouvé à côté d'un panneau à moitié fini lors de la présentation, pendant que tous les autres élèves avaient monté des projets avec des lumières et des pièces mobiles. Tout le monde l'a vu. La honte ne venait pas de la note. C'était de savoir qu'on avait l'argent. Laurent pensait simplement que je ne valais pas la peine qu'on le dépense pour moi. À la maison, les disputes étaient constantes, mais jamais bruyantes. Ce n'était pas le style de Laurent. Il ne criait pas. Il se contentait de déformer les choses calmement jusqu'à ce que ma mère commence à se demander si elle se souvenait bien des événements. Je restais assis dans ma chambre, des écouteurs sur les oreilles, faisant semblant de ne pas entendre sa voix se briser à travers les murs. Un soir, quand j'avais 12 ans, je suis descendu chercher de l'eau et je suis tombé au beau milieu d'une de leurs disputes. Laurent était assis à la table de la cuisine avec une pile de tickets de caisse étalés en éventail devant lui, les épluchant un par un, demandant à ma mère de justifier chaque achat. Elle se tenait près du plan de travail, les bras croisés, essayant de ne pas pleurer. Je suis resté dans l'encadrement de la porte pendant peut-être 10 secondes avant d'ouvrir la bouche. Arrête de lui parler comme ça. Elle. M'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Pas de la colère, de l'amusement. Comme si un gamin de 12 ans qui lui tenait tête était la chose la plus drôle qu'il ait vue de la semaine. Il s'est adossé à sa chaise et a dit « Retourne te coucher, bonhomme. » C'est des histoires de grandes personnes. Ma mère est intervenue avant que je puisse répondre. Monte dans ta chambre, mon chéri. Tout va bien. Mais sa voix était différente. Elle ne le soutenait pas. Elle me protégeait pour que je ne devienne pas sa prochaine cible. Je suis monté, mais je n'ai pas dormi. Je suis resté là, à fixer le plafond, à écouter sa voix bourdonner pendant encore une heure en bas. C'est la nuit où j'ai compris quelque chose qu'aucun enfant ne devrait avoir à reconstituer à 12 ans. Ma mère ne restait pas avec Laurent parce qu'elle l'aimait. Elle restait parce qu'il avait fait en sorte qu'elle ne puisse pas partir. Pas de travail, pas d'économie, personne à moins de 4 heures de route pour l'aider. Il l'avait piégée et elle n'avait nulle part où aller. Ma mère avait 34 ans quand elle a découvert qu'elle avait un cancer des ovaires. Stade 3. J'avais 13 ans, assez grand pour comprendre et trop jeune pour y faire face. Elle me l'a dit directement, à la table de la cuisine.
Sans prendre de gants. Elle a dit qu'elle était malade. Elle a dit qu'elle allait se battre. Elle a dit que ça irait pour moi. Je l'ai cru parce qu'il le fallait. On pourrait penser qu'un diagnostic de cancer ferait réagir même la pire version d'un mari. Au lieu de ça, Laurent a sorti un carnet à la table de la cuisine et a commencé à lister les coûts, les estimations de traitement, les séjours à l'hôpital, les prescriptions. Tout se résumait à la même question pour lui, combien ça va me coûter? Il n'avait pas de mode différent pour le cancer de sa femme. Il l'a traité de la même manière qu'un dépassement de budget au travail. Puis il a posé le carnet, a regardé ma mère et a dit, entre le prêt immobilier, la voiture et les dépenses mensuelles, je ne vois pas comment ça peut passer. Il n'y a pas de place dans le budget. Ma mère l'a fixé. Puis elle a demandé, pas de place dans le budget, pourquoi exactement? Pour tout ça, les traitements. Ce n'est pas réaliste, Céline. Appelle tes parents. J'étais dans le couloir quand j'ai entendu ça. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté là, à 13 ans. Quelque chose a changé en moi ce jour-là, pour de bon. J'ai arrêté de voir Laurent comme un mauvais père. J'ai commencé à le voir pour ce qu'il était exactement, un type qui ne gardait les gens autour de lui que lorsqu'il lui était utile. Dans les 2 semaines qui ont suivi, Papy a débarqué avec son break. 4 heures de route. Il a franchi la porte d'entrée, a regardé ma mère et a dit, « T'as fait tes valises ?» Elle a hoché la tête. Alors on rentre à la maison. C'était tout. Pas de sermon, pas de questions sur les raisons pour lesquelles elle était restée si longtemps. Aucune colère dirigée contre elle. Juste un homme qui a conduit 4 heures pour ramener sa fille et son petit-fils à la maison. Nous avons chargé tout ce que nous avions et nous sommes partis. Laurent est resté derrière, a gardé la maison, a gardé son travail, a continué à vivre comme si sa femme et son enfant ne venaient pas de franchir la porte. Il appelait 1 fois par semaine le premier mois. Uniquement pour la logistique. C'est pour quand le divorce? Comment on fait pour l'assurance de la maison? Il n'a jamais demandé comment allait ma mère. Il n'a jamais posé de questions sur moi. Au moment où elle a commencé la chimio, il avait complètement cessé d'appeler. Papy conduisait ma mère à la chimio 3 fois par semaine, 40 minutes de trajet aller, 40 minutes retour. Il restait assis dans cette salle d'attente pendant des heures avec un journal et un thermos de café juste pour qu'elle n'ait pas à sortir seule. Mamie faisait tourner la maison, s'assurait que j'aille au collège, et prenait des heures supplémentaires à la mercerie pour couvrir ce que la mutuelle ne remboursait pas. Ils avaient la 60aine bien entamée. Ils n'ont pas hésité, mais je voyais ce que ça faisait à Papy, même s'il ne le disait jamais. Il est devenu plus silencieux, a commencé à aller dans le garage le soir et à s'asseoir dans sa voiture, moteur éteint, à fixer le vide. Un soir, je l'y ai trouvé et je lui ai demandé si ça allait. Il m'a dit qu'il aurait dû se battre plus fort pour empêcher ce mariage, qu'il avait vu qui était Laurent et n'avait pas poussé assez fort. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. Il a hoché la tête, mais je voyais bien qu'il ne me croyait pas. Papy a porté cette culpabilité tout le long. Il n'a jamais laissé ça le ralentir, mais il la portait. J'ai regardé ma mère perdre ses cheveux, perdre du poids, perdre la capacité de monter les escaliers sans s'arrêter à mi-chemin. Certains jours, elle ne pouvait pas sortir du lit. Je lui apportais de l'eau et je m'asseyais par terre à côté d'elle pour faire mes devoirs, afin qu'elle ne soit pas seule. À travers tout ça, Laurent n'est jamais venu. Il y a un jour que je n'oublierai jamais. Ma mère a fait une mauvaise réaction à une séance de chimio. Papy l'a emmenée d'urgence à l'hôpital à 2 heures du matin. Mamie est restée à la maison avec moi, mais aucun de nous n'a dormi. Nous sommes restés assis à la table de la cuisine à attendre que le téléphone sonne. Quand Papy a appelé vers 6 heures du matin pour dire qu'elle était stabilisée, Mamie a posé sa tête sur la table et je l'ai entendue pleurer pour la première et unique fois de ma vie. J'ai envoyé un SMS à Laurent ce matin-là, pour lui dire que maman était à l'hôpital, que c'était grave. Il a lu le message. J'ai vu l'accusé de réception. Il n'a pas répondu pendant 11 heures. Et quand il l'a finalement fait, c'était pour demander si ce passage à l'hôpital allait impacter les primes de la mutuelle. Son ex-femme était aux urgences, son fils avait passé la nuit terrifié. Et monsieur voulait savoir pour ses primes. J'ai supprimé la conversation et je ne lui ai plus écrit pendant 3 ans. Pendant son traitement, ma mère a fait quelque chose que je n'ai découvert qu'après sa mort.
Elle a pris rendez-vous avec un notaire et a rédigé un testament. Elle m'a tout laissé, ses économies, ses biens, et surtout, sa moitié de la maison qu'elle avait payée avec Laurent. Elle a fait authentifier le tout, déposer les documents légalement et désigner mes grands-parents comme mes tuteurs légaux. Elle a fait tout ça discrètement. Papy m'a raconté plus tard que dans ces dernières semaines, elle semblait plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années, plus elle-même. Et je pense que c'était pour ça. Pour la première fois depuis qu'elle avait épousé Laurent, elle faisait quelque chose qu'il ne pouvait pas défaire. Elle ne demandait la permission à personne. Elle n'en parlait à personne. Elle s'en occupait, tout simplement. Elle savait exactement ce que Laurent essaierait de récupérer à la seconde où elle serait partie. Et elle a fait en sorte qu'il ne puisse pas la voir. Elle est décédée 11 mois après le diagnostic. J'avais 14 ans. Je ne vais pas essayer de mettre ça en mots. Si vous avez perdu un parent, vous savez déjà ce que c'est. Si ce n'est pas le cas, rien de ce que je pourrais taper ici ne vous y préparera. Laurent n'a même pas attendu un mois entier. 3 semaines après l'enterrement de ma mère, il a appelé et a demandé à me parler. J'ai pris le téléphone. Non, je suis désolé. Non. Comment tu vas? Il est allé droit au but. Écoute, je me suis penché sur la situation de la maison. Le testament de ta mère va être contesté. Ça aurait dû me revenir automatiquement en tant que conjoint survivant. Il a fait une pause, comme s'il lisait un script. Le plus simple pour tout le monde serait que tu me cèdes simplement ta part. On peut régler ça vite et proprement. Pas d'avocat, pas de maux de tête. J'avais 14 ans, ça faisait 3 semaines que j'avais vu ma mère être mise en terre. Et cet homme me sortait un argumentaire de vente pour récupérer sa propriété. Papy a pris le combiné avant que je puisse répondre. Je l'ai entendu depuis la pièce d'à côté, et c'était la voix la plus en colère qu'il n'ait jamais eue. Après cet appel, Papy s'est assis avec moi et m'a tout expliqué. Le testament, l'acte de propriété, mes droits. Le notaire de ma mère avait bétonné le dossier. Le nom de Laurent n'était que sur sa propre moitié. Ma moitié était à moi. Point final. Mais Laurent a continué d'insister. Toutes les quelques semaines, il tentait une nouvelle approche. La carte de la culpabilité, il disait que ma mère aurait voulu qu'il ait toute la maison. La carte de la famille, il disait qu'on devrait régler ça entre nous, comme si nous étions encore une famille. Papy et mamie l'ont rembarré à chaque fois. Ils étaient le mur entre moi et Laurent. Et à 14, 15, 16 ans, j'avais besoin de ce mur. J'ai passé mes années de lycée chez mes grands-parents. Des notes correctes, je jouais beaucoup au basket, surtout pour brûler cette énergie pleine de colère qui s'accumule quand on est un adolescent qui a perdu sa mère et qui a été abandonné par son père. Papy m'a appris la mécanique le week-end. C'était un mécanicien à la retraite. Il estimait que tout homme devait être capable de faire sa propre vidange et de changer ses plaquettes de frein, au minimum. Les samedis matins dans ce garage. Les mains noires de Cambouis. La radio branchée sur une station de rock classique comme RTL2. Papy m'expliquant comment lire une clé dynamométrique. Ces heures ont fait plus pour moi que ce que Laurent avait accompli pendant toute sa carrière de père. Papy ne faisait pas la morale. Il me tendait un outil et me laissait me débrouiller. Si je faisais une erreur, il me montrait une fois, puis me rendait l'outil. Pas de grands discours, pas de jeu de pouvoir. Un samedi, j'essayais de changer un disque de frein, je n'arrêtais pas de foirer le boulon, je m'énervais, je claquais la clé par terre. Papy m'a observé pendant 1 minute, puis s'est approché et a dit « Le boulon n'est pas ton ennemi. Tu te bats contre lui au lieu de travailler avec lui. Applique une pression constante. Laisse l'outil faire le travail. » Puis il est retourné de son côté du garage. Je me suis calmé, j'ai réessayé, et le boulon est venu tout seul. Il n'en a plus jamais reparlé, mais j'ai repensé à ce moment des centaines de fois depuis. Une pression constante, laisse l'outil faire le travail. C'est fondamentalement comme ça que j'ai géré tout ce qui s'est passé avec Laurent par la suite. Pas de cris, pas d'explosions émotionnelles, juste une pression légale, constante et documentée, jusqu'à ce que le boulon cède. Pendant ces années-là, Papy m'a aussi appris autre chose que je n'ai pas pleinement apprécié à l'époque. Il m'a montré à quoi ça ressemble quand un homme prend soin de sa famille sans tenir les comptes. Pas comme Laurent, qui s'assurait que vous sachiez exactement ce qu'il avait fait pour vous et ce que vous lui deviez en retour.
Je suis entré dans une université publique avec une bourse du Crous qui couvrait une partie des frais, et j'ai payé le reste en travaillant dans un magasin de pièces auto près du campus. J'ai étudié la comptabilité, j'ai fait profil bas et j'ai construit une vie qui n'avait rien à voir avec mon père. En deuxième année, je suis tombé sur un de ses anciens collègues dans une station-service près de la fac. Le gars a reconnu mon nom de famille et m'a demandé comment allait mon père. Je lui ai dit qu'on ne se parlait plus vraiment. Il a semblé mal à l'aise et a mentionné que Laurent avait l'habitude de se plaindre au travail d'être coincé avec les mensualités de la maison et d'avoir une ex-femme ingrate. C'est comme ça qu'il appelait la femme qui avait mis 40 000 € dans sa maison et qui était morte pendant que lui calculait si sa chimio valait la dépense. J'ai remercié le gars, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré au campus. Pendant mes études, Laurent était un fantôme. Un SMS pour mon anniversaire, peut-être un appel aux fêtes de fin d'année de moins de 3 minutes. Il vivait toujours dans la maison dont j'étais copropriétaire, payait sa moitié du crédit et faisait semblant que ma moitié n'existait pas. Je n'ai pas encore forcé les choses, mais j'ai commencé à tenir un dossier. Chaque SMS, chaque email, chaque message vocal. L'étudiant en comptabilité en moi avait compris une chose, les traces écrites gagnent les procès. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans un petit cabinet d'expertise comptable à environ 1 heure de chez mes grands-parents. Un poste de débutant. J'ai pris mon propre appartement, j'ai commencé à accumuler des économies. Laurent était fondamentalement un étranger, et ça m'allait très bien. S'il en était resté là, rien de ce qui va suivre ne serait arrivé. Il y a 3 mois, un dimanche soir. Je faisais défiler mon téléphone quand une photo m'a arrêté. Laurent en costume. Une femme que je n'avais jamais vue, posant devant une mairie. En légende, un truc sur les nouveaux départs. L'homme s'était marié. Elle était plus jeune que lui, fin vingtaine peut-être. Il en avait 46. Cheveux bruns, grand sourire, accroché à son bras comme s'il était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. J'ai montré la photo à papy autour d'un café le lendemain matin. Il l'a regardé pendant 2 secondes, a reposé mon téléphone et a repris sa tasse. Puis, sans lever les yeux, il a dit « Garde ta garde haute. Il va vouloir quelque chose. » Papy voyait clair dans le jeu de Laurent. Il l'a toujours fait. Sans surprise, 1 semaine plus tard, Laurent a appelé. La première fois depuis des mois. Il m'a dit qu'il s'était marié, comme si je n'avais pas déjà vu la publication. Je lui ai dit que j'étais au courant. Puis il m'a asséné le coup de grâce. Chloé, la nouvelle femme, était enceinte. C'était pour ça qu'ils avaient précipité le passage à la mairie. Il a lâché ça comme si je devais m'illuminer et jeter des confettis. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai juste laissé parler. Il n'appelait pas pour partager une bonne nouvelle avec son fils. Il me préparait le terrain. Après 27 ans à observer cet homme opérer, je connaissais le schéma. Le charme d'abord, la mise en place ensuite, puis la demande. Il m'a invité à passer à la maison le week-end suivant. Il a dit que lui et Chloé voulaient discuter de quelque chose d'important. Il n'a pas voulu me dire quoi, juste que ça devait se faire en personne. J'ai répondu que j'y réfléchirais. J'ai appelé papy le soir même. Il est resté silencieux pendant 10 secondes, ce qui, pour papy, équivaut à une alarme incendie de niveau 5. Il m'a dit d'y aller, mais d'y aller préparer. Écoute tout. N'accepte rien. Ne signe rien. Appelle-moi à la seconde où tu sors. J'ai passé le reste de la semaine à rassembler mes affaires. J'ai sorti tous les documents que j'avais sur la maison. Le compromis de vente original, le testament de ma mère, l'acte de propriété, les avis de taxes foncières remontant à des années. J'ai tout numérisé dans un dossier sécurisé. J'ai mis dans mes favoris 3 avocats spécialisés en droit immobilier avec d'excellents avis. J'ai fait des captures d'écran de la valeur estimée actuelle de la maison sur 2 sites différents. Si Laurent prévoyait un coup, j'allais arriver là-bas en ayant fait mes devoirs et avec mes preuves en règle. J'ai conduit les 4 heures ce samedi-là. Je n'avais pas mis les pieds dans cette maison depuis des années. Franchir la porte d'entrée faisait un effet bizarre. La même disposition, mais rien d'autre n'était pareil. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, et sur la cheminée où il y avait avant une photo de ma mère et moi à une cueillette de pommes, il y avait une photo encadrée de Laurent et Chloé dans une station balnéaire, tous les deux souriants. Ma mère et moi avions été complètement effacés de cet endroit.
Chloé était dans la cuisine quand je suis entré, visiblement enceinte de 6 ou 7 mois. Elle avait l'air gentille, nerveuse, m'a serré la main et a dit que c'était super de me rencontrer enfin. Ce mot m'a tout dit. Laurent n'avait pas exactement fait la publicité de mon existence auprès d'elle. Elle n'arrêtait pas de le regarder avant de parler, comme si elle avait besoin de son approbation. J'ai reconnu cette dynamique immédiatement. Ma mère faisait la même chose. Et de voir Chloé le faire m'a tordu le ventre, parce que je ne regardais pas seulement la nouvelle femme de Laurent. Je regardais les premiers stades du même cycle. Elle vérifiait déjà l'expression de son visage avant d'ouvrir la bouche, elle s'adaptait déjà à ses réactions. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ou peut-être qu'elle le savait au fond d'elle-même, et qu'elle se disait déjà que c'était normal. Nous nous sommes assis dans le salon. Laurent ne s'est pas embarrassé de banalité. Il s'est penché en avant et a dit que lui et Chloé avaient pris une décision sur la façon dont les choses allaient fonctionner à l'avenir. Ce n'était pas une conversation, c'était une décision déjà prise. Il était juste là pour l'annoncer. Avant qu'il n'entre dans le vif du sujet, j'ai demandé à utiliser les toilettes, en partie parce que j'en avais besoin, et en partie parce que je voulais traverser la maison une dernière fois. J'ai descendu le couloir, passé la pièce qui était autrefois la mienne. C'était une chambre de bébé maintenant. Des murs jaune pâle, un berceau dans le coin avec un mobile suspendu au-dessus. Ma chambre. Celle où je restais éveillé à écouter Laurent interroger ma mère sur ses tickets de caisse. Celle où je m'asseyais par terre à côté de son lit pour faire mes devoirs quand elle était trop faible pour se tenir debout. Il l'avait transformée en chambre d'enfant sans une seconde d'hésitation. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le placard de l'entrée et j'ai remarqué un carton repoussé derrière l'aspirateur, le rabat ouvert. Des cadres photos empilés face contre terre à l'intérieur. Je pouvais voir le bord de l'un d'eux. J'ai reconnu le bord vert. La photo de la cueillette de pommes. Ma mère et moi. Elle riait sur cette photo. Il ne l'avait pas seulement enlevée de la cheminée. Il l'avait mise dans un carton et enterrée à côté des produits d'entretien. J'ai fermé la porte du placard, je suis retourné dans le salon, je me suis assis et j'ai regardé Laurent. Après avoir vu ça, c'était terminé pour moi. Quoi qu'il s'apprête à demander, la réponse était déjà non. Premièrement, il m'a dit qu'il ne voulait plus que je l'appelle papa. Il a dit, Chloé et moi en avons discuté, et on pense que ce serait troublant pour le bébé d'entendre quelqu'un d'autre utiliser ce mot. À l'avenir, je préférerais que tu m'appelles juste Laurent, comme si on était des connaissances qui partageaient le même nom de famille. J'ai juste hoché la tête et je l'ai laissé continuer. Deuxième partie, il a dit qu'il ne voulait pas que j'aie de contact avec le bébé. Pas avant que l'enfant soit assez grand pour comprendre ce qu'est un demi-frère. En gros, il voulait que je n'existe plus jusqu'à ce qu'il décide que c'était à nouveau pratique pour moi d'exister. Chloé s'est penchée en avant et a dit, on espère vraiment que tu pourras respecter ça. Ce n'est pas personnel. On essaie juste de protéger notre famille. J'espère qu'il n'y a pas de rancune. Puis la vraie raison de toute cette réunion est sortie. Laurent a dit qu'il avait besoin que je lui cède ma part de la maison. Il a dit qu'il avait besoin que la propriété soit entièrement à son nom pour pouvoir la transmettre plus tard à Chloé et à leur bébé. Il a dit ça d'un ton désinvolte, comme s'il demandait à quelqu'un de lui transférer un email. C'est la chose à faire. Comme ça, la maison reste dans la famille et tout le monde est à l'abri. C'est ce qui est logique. Et puis il a fait glisser une pile de papier sur la table basse. Un acte de cession pré-rempli, mon nom déjà imprimé dans les cases, un stylo posé dessus pointé vers moi. Il avait préparé les papiers à l'avance et posé un stylo dessus, comme si j'allais céder l'héritage de ma mère sans poser une seule question. J'ai regardé le stylo, j'ai regardé le document, je l'ai regardé lui. Et pendant environ 2 secondes, une petite partie de moi, conditionnée, l'a vraiment envisagé. Pas parce que c'était logique, mais parce qu'il y avait encore un gamin de 6 ans quelque part en moi qui voulait que cet homme soit fier de lui, qui voulait remettre le papier et que Laurent le regarde enfin comme un fils. Puis j'ai regardé le visage de Laurent, et je n'ai pas vu un père demandant de l'aide à son fils. J'ai vu un gars qui faisait des calculs. Quelque chose s'est éteint en moi. Pas de colère, pas de tristesse. J'en avais juste fini. Cet homme n'allait jamais changer. J'étais un problème dans sa nouvelle vie et il voulait que je disparaisse de moi-même pour ne pas avoir à s'en occuper. Je lui ai dit que je ne signerais rien.
Que puisque lui et sa femme avaient décidé que je ne faisais pas partie de leur famille, j'allais rendre cela mutuel dans tous les sens légaux du terme. Il aurait des nouvelles de mon avocat dans la semaine. Le masque de calme qu'il avait affiché pendant toute la réunion est tombé instantanément. Il n'y a aucune raison de mêler des avocats à ça. C'est une affaire de famille. On peut régler ça entre nous. Je l'ai regardé et j'ai dit, on a arrêté d'être une famille il y a 10 minutes, quand tu m'as demandé d'arrêter d'être ton fils. Chloé est intervenue, la voix tremblante. Tu es complètement déraisonnable. Tout ce qu'on demande, c'est de la stabilité pour notre bébé. Pourquoi est-ce que tu rends les choses si difficiles? Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai dit, j'espère que les choses s'arrangeront pour toi, Chloé. Vraiment. Mais tu devrais faire très attention à la façon dont il traite les gens quand ils cessent de lui être utiles. Parce que tôt ou tard, ce sera ton tour. Elle s'est tue après ça. J'ai pris ma veste et je suis sorti. Laurent m'a suivi jusqu'à l'allée en parlant vite, en me disant que j'allais le regretter. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré sans me retourner. J'ai appelé papy depuis l'autoroute, je lui ai tout raconté. Il a écouté, puis a dit quelques mots, maintenant, on se met au travail. Le lundi matin, j'étais assis en face d'un avocat en droit immobilier nommé Maître Philippe Dumont. La cinquantaine bien tassée. Pragmatique. Il gérait les litiges immobiliers dans la région depuis plus de 20 ans. Je suis arrivé avec tout. Le testament de ma mère, le compromis de vente, l'acte de propriété, les avis d'imposition, les relevés bancaires prouvant l'apport de 40 000 € de ma mère. L'avocat a tout examiné et m'a dit que ma position était solide. Maître Dumont m'a donné deux options, négocier un rachat où Laurent me paierait la valeur marchande de ma moitié, ou engager une procédure de partage judiciaire pour forcer la vente de l'ensemble de la propriété. J'ai demandé à l'avocat ce qu'il me recommandait. Il s'est adossé et a dit, si vous voulez que ce soit fait proprement et que vous ne voulez pas passer l'année prochaine à faire des allers-retours avec un type qui n'a jamais négocié de bonne foi un seul jour de sa vie. Vous lancez la procédure de partage et vous laissez le tribunal s'en occuper. Je n'y ai même pas réfléchi. J'ai dit à l'avocat de lancer la procédure. Je voulais que la maison soit vendue. Pas de négociation, pas d'aller-retour, une coupure nette. L'avocat a envoyé à Laurent une mise en demeure légale officielle la semaine même. Le jour où elle est arrivée, Laurent m'a appelé 6 fois. Tous ces appels sont allés sur messagerie. À partir de ce moment-là, toutes les communications sont passées par mon avocat ou par email. Tout a été documenté. Fini les appels téléphoniques qui pourraient être déformés plus tard. La première vraie réponse de Laurent a été un long email. Il m'a traité d'ingrat. A dit qu'il m'avait mis un toit sur la tête pendant des années. A dit que ma mère aurait eu honte de moi. Je l'ai transféré à mon avocat sans y répondre. L'avocat m'a dit de tout sauvegarder. De monter le dossier. C'est ce que j'ai fait. Au cours des 2 mois suivants, Laurent a utilisé toutes les cartes qu'il avait en main, et le voir faire en temps réel était presque instructif. D'abord est venue la culpabilité. Il ne pouvait pas se permettre de racheter ma part. Chloé était stressée. Je mettais sa santé en danger. Quand la culpabilité n'a pas marché, il est passé à la victimisation. Un long message expliquant qu'il voulait une relation père-fils normale. Quand ça a échoué, la rage. Un message vocal de 3 minutes me traitant d'ingrat. Puis il a bouclé la boucle pour revenir au charme, demandant si on pouvait juste se parler comme 2 adultes. L'email sur la relation père-fils est celui qui m'a le plus marqué, cependant. Cet homme m'avait dit d'arrêter de l'appeler papa, m'avait dit de disparaître de sa vie, puis jouer la carte du père blessé parce que je menaçais son logement gratuit. On doit presque respecter cette palette de jeu. Il a appelé papy directement, lui demandant de me faire entendre raison. Papy lui a dit, toute communication passe par l'avocat. Laurent a ensuite essayé mamie, pensant qu'elle serait plus souple. Elle lui a répondu la même chose, puis a ajouté qu'il devrait avoir honte de ce qu'il avait fait à sa fille. C'est la dernière fois que l'un d'eux lui a parlé. Une chose qui a donné un sérieux avantage à mon avocat, c'est la trace écrite que je construisais depuis mes années d'études. Chaque email, chaque SMS, chaque message vocal où Laurent essayait de me culpabiliser ou de faire pression sur moi à propos de la maison. L'avocat a utilisé tout ça pour montrer au juge exactement à quel genre de personne nous avions affaire. Ça n'a pas eu d'impact direct sur la décision immobilière, mais ça a dressé le tableau.
La procédure de partage s'est déroulée sans accroc au tribunal. Laurent a engagé son propre avocat qui a argué que, puisque Laurent payait le crédit depuis des années, il méritait une plus grande part. Ils ont essayé de réclamer des compensations basées sur ses paiements et l'entretien, mais ça n'a pas effacé les droits de propriété. Ça a juste été pris en compte dans les calculs finaux. La contribution de ma mère était documentée. Le testament était valide. Mais 50% n'allait nulle part. L'avocat de Laurent a également essayé d'arguer que le testament avait été signé sous la contrainte, car ma mère était en phase terminale. Maître Dumont avait anticipé ça. Il a apporté des documents du notaire et des dossiers médicaux confirmant que ma mère était parfaitement lucide lorsqu'elle avait signé. Le juge n'a même pas demandé de réfutation, il a regardé l'avocat de Laurent, a regardé les papiers et est passé à autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini. Pas de discours dramatique au tribunal, juste un juge qui balayait le meilleur argument de Laurent comme on trie le courrier indésirable. Le tribunal a ordonné la vente de la maison. Laurent s'est battu jusqu'au bout avec des retards et des demandes de délai, mais le juge a fixé une date butoir ferme. La maison a été mise sur le marché et vendue en 3 semaines. Prix de vente final, 310 000 €. Le solde du crédit immobilier était encore d'environ 112 000 €, plus les frais de notaire et les frais d'avocat des deux côtés. Quand la poussière est retombée, ma part s'élevait à un peu plus de 89 000 €. Un dépôt net sur mon compte. Pendant que l'affaire immobilière avançait, je me suis occupé du reste. J'ai demandé à mon avocat de rédiger une mise en demeure officielle d'interdiction de contact et de l'envoyer à Laurent. J'ai rempli les formulaires pour changer mon nom de famille et prendre le nom de jeune fille de ma mère. J'ai mis à jour mes proches à prévenir en cas d'urgence, mes mandataires médicaux, tout. Je l'ai supprimé de tout ce qui nous liait légalement. Et j'ai demandé à mon avocat de préciser que si Laurent ou Chloé me contactaient à nouveau après l'avis, nous demanderions une ordonnance d'éloignement. Quand le dernier formulaire a été traité, j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pas seulement du soulagement, il y avait du deuil aussi, là-dedans. Pas le deuil de Laurent. Le deuil de la version de lui que j'avais passé ma vie à attendre. Le papa qui aurait vraiment voulu me connaître, qui serait venu à un match, ou qui aurait appelé pour prendre de mes nouvelles, ou juste pour être normal pour une fois. Ce gars-là n'a jamais existé. Mais une partie de moi n'avait jamais cessé d'espérer qu'il le deviendrait. Et remplir ses papiers, c'était enfin admettre qu'il ne viendrait pas. Le dernier coup de Laurent est venu par l'intermédiaire de Chloé. Elle m'a appelé environ une semaine après la vente de la maison, hurlant avant même que j'aie fini de dire allô. « Tu es content maintenant ? On vit dans le sous-sol de mes parents avec un nouveau-né à cause de toi. Tu nous as tout pris. Ton père est brisé par cette histoire. Et voilà le truc. » J'entendais dans sa voix qu'elle croyait chaque mot qu'elle disait. Elle ne jouait pas la comédie. Laurent lui avait raconté sa version et elle l'avait avalé tout rond, de la même façon que ma mère des années auparavant. J'ai presque ressenti de la peine pour elle. Presque. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit, il m'avait dit que tu lui avais cédé la maison il y a des années. Il m'a dit qu'elle était entièrement à lui. Laurent lui avait menti depuis le début. Elle ne savait même pas que mon nom était encore sur l'acte de propriété jusqu'à ce que la notification légale arrive. Il avait épousé cette femme, l'avait installée dans une maison dont il ne possédait que la moitié, et lui avait dit que c'était tout à lui. C'est cet homme-là qu'elle défendait. Un homme qui lui mentait en plein visage depuis avant même le jour de leur mariage. Je l'ai laissé continuer. Égoïste, avide, sans cœur, disait-elle. Tout le monde dans leur entourage pensait que j'étais une personne horrible. Elle a continué comme ça pendant 4 minutes d'affilée. Quand elle a fini par s'essouffler, je lui ai dit, « Chloé, il n'est pas mon père. Il s'en est assuré lui-même. Oublie mon numéro. » Et j'ai raccroché. Elle a rappelé 2 fois. Je l'ai bloqué, j'ai bloqué Laurent, j'ai mis en place des filtres email pour que tout ce qui vient de l'un d'eux soit redirigé vers un dossier auquel mon avocat peut accéder. Propre, documenté, terminé. Voilà ce que je vous laisse en conclusion. Je ne me sens pas coupable. Certains d'entre vous diront que j'aurais dû être la personne la plus mature. Que j'aurais dû le laisser garder la maison et m'en aller. Et honnêtement, il y a eu des nuits pendant la procédure judiciaire où je suis resté éveillé à me faire exactement cette réflexion, me demandant si je faisais ça pour ma mère ou pour moi-même.
me demandant si une part de moi voulait juste blesser Laurent de la même manière qu'il nous avait blessés. Ce à quoi je revenais à chaque fois, c'est ceci, ma mère s'est tuée à la tâche pour économiser cet argent. Elle a mis chaque euro qu'elle avait dans cette maison, pendant que Laurent la traitait comme si elle était jetable. Elle est tombée malade et il lui a dit d'appeler ses parents. Elle est morte et il est venu réclamer ses biens avant même que sa pierre tombale ne soit posée. Laurent avait déjà tout pris à ma mère. Je n'allais pas le laisser me faire la même chose. J'ai placé l'argent sur un compte épargne à haut rendement. Je travaille sur un business plan pour ouvrir un garage de réparation automobile, quelque chose auquel je pense depuis ces samedis matins dans le garage de papy. J'ai déjà commencé à regarder des locaux commerciaux à une distance raisonnable de chez mes grands-parents. Ça me semble juste, comme si je prenais ce que ma mère m'a laissé pour construire quelque chose dont elle serait vraiment fière. Papy et mamie vont bien. Les genoux de papy ne sont plus terribles. Mamie monte les escaliers plus doucement, mais ils ont toujours toute leur tête et ce sont toujours les personnes les plus dures à cuire que je connaisse. Repas du dimanche toutes les semaines. Match de foot à la télé dans le salon. C'est eux, ma famille. Quant à Laurent, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis l'appel de Chloé. Je ne m'y attends pas. Il a passé ma vie entière à me traiter comme un problème. Il voulait que je disparaisse. Il a vu son souhait s'exaucer, mais ça s'est fait à mes conditions. Et c'est ça qui fait toute la différence.